On passe au fait du jour et cette 28e campagne des Restos du Cœur qui a débuté hier. Daniel Favier, bonsoir. Vous êtes donc le vice-président dans le département des Yvelines des Restos du Cœur. Lancement hier de cette 28e campagne. Nous irons tout à l'heure au centre de stockage, au Clé-sous-Bois. Nous irons aussi à la rencontre des bénéficiaires des restos sur l'antenne de Plaisir. Tout d'abord, un chiffre, le chiffre de cette édition 2000. C'est le nombre de centres de distribution alimentaire à travers la France. Il y en a 24 dans les Yvelines. Est-ce que c'est suffisant pour le département ? Ce n'est certainement pas suffisant puisque nous ne couvrons pas la région de Versailles, la région de Sartrouville ou Carrière et même au niveau de la ville nouvelle, un nouveau centre serait le bienvenu également. Il y a eu 115 millions de repas de distribués l'an passé au niveau national auprès de 870 000 personnes. Dans le département des Yvelines, ça représente quoi? Ça représente un peu plus de 1,2 million, 1,3 million repas servis pour, on va dire, 12 800 personnes inscrites. Au niveau national, le président des Restos du Cœur qui souligne que le seuil des 870 000 personnes au niveau national sera certainement dépassé. C'est en tout cas l'inquiétude qu'il a exprimée. C'était la 5e année consécutive l'an dernier déjà de hausse, soit une hausse de 30% sur 5 ans. Oui. Vous craignez aussi une hausse du nombre de bénéficiaires, de personnes qui vont venir vous voir? Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il y aurait une diminution des personnes en grande difficulté, ça c'est évident. Le pourcentage d'augmentation, nous ne pouvons pas l'imaginer pour l'instant, sachant que les inscriptions se font régulièrement. Nous avons, depuis 2 jours, je parle des Yvelines, depuis 2 jours, des centres qui sont en très grande augmentation et d'autres qui ne le sont pas. C'est très irrégulier d'une ville à l'autre sur le département, mais nous ferons un peu le point d'ici janvier. Par là. Alors, nous allons partir pour le centre de Plaisir justement avec Valérie Auribeau et Elodie Moine à la rencontre des bénéficiaires qui témoignent. On se retrouve ensuite en plateau pour poursuivre la discussion. Le 28e hiver commence pour les Restos du Cœur de Plaisir et le nombre des bénéficiaires de l'aide alimentaire explose. 65% de hausse en 6 ans. Avec ce constat, la fréquentation des femmes seules avec enfants a triplé. C'est la première fois que je viens ici parce que j'ai pas beaucoup d'argent, alors je viens ici. Depuis plusieurs années, on a une augmentation importante des femmes seules avec enfants. Quelquefois 2, 3 enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Les femmes ont été les premières à pâtir de la crise. Du coup, les Restos du Cœur s'organisent. Les 70 bénévoles formés à l'accueil et à l'accompagnement orientent les femmes vers les assistantes sociales ou la CAF, mais aussi vers l'accès aux soins. Tous les mardis après-midi, une puéricultrice ou une diététicienne reçoivent les mamans. Le but, privilégier le partage et l'échange, et pas seulement la distribution de denrées alimentaires. Rose, bénéficiaire de longue date avec son mari et son fils, accompagne sa fille qui vient de s'inscrire avec son enfant de 5 ans. Ce sont parfois des familles entières qui tombent dans la précarité, une précarité qui peut durer. Il y a quelques années quand même déjà, 8 ans. On a un emploi, on travaille, on a un emploi et on travaille. On a enregistré, mais c'est pas facile, la vie est pas facile du tout. L'an dernier, les Restos du Cœur de Plaisir ont accueilli 375 familles et ici, depuis 15 jours, les inscriptions pour les mois à venir ont commencé avec une recrudescence de 15 à 20% par rapport à 2011. Voilà pour ce point sur le centre de Plaisir dans le département des Yvelines et pour ces témoignages aussi que vous avez entendus principalement de femmes isolées avec leurs enfants. C'est un profil qu'on retrouve de plus en plus souvent, pas uniquement à Plaisir. Bien sûr, et puis ce n'est quand même pas très nouveau. Il y a plusieurs années que nous avons... la preuve, c'est que nous avons ouvert aussi un resto bébé récemment à Poissy, un autre à Rambouillet, justement pour pouvoir permettre à des mamans de se poser un petit peu, de poser leur enfant également dans les bras de personnes compétentes, des bénévoles compétentes qui sont toutes des anciennes professionnelles de la santé ou de l'éducation, ce qui leur permet aux mamans de pouvoir d'abord discuter entre elles, ne pas avoir l'enfant dans les bras en permanence, l'enfant ou les enfants, et de commencer à parler entre les bénévoles et elles, entre elles-mêmes, et de faire des projets, éventuellement des rencontres. À Poissy, tous les lundis, il y a une rencontre, pour l'instant, entre femmes turques. Elles ne connaissaient pas la langue française, mais nous n'allons pas continuer longtemps
de faire en sorte que ces femmes restent entre elles, nous allons très vite les amener à participer à des ateliers de français et à entamer des relations avec d'autres personnes que les Turcs. On ne va pas empêcher qu'elles se rencontrent entre elles, bien évidemment, mais on voudrait vraiment qu'il y ait une véritable insertion et de casser un peu le communautarisme. Parce que vous avez mentionné ces relais bébés, ces différentes actions qui sont menées, ça aussi n'est pas propre à cette année, c'est mené depuis plusieurs années, mais en tout cas ce sont des missions qui tiennent à cœur, des bénévoles. On ne fait pas uniquement de la distribution alimentaire Absolument. dans les Restos du Cœur, notamment dans le département, de l'accompagnement, des chantiers insertion, les restos bébés, vous les avez mentionnés, des actions contre l'illettrisme également dans certains centres. Nous avons, beaucoup de personnes qui viennent maintenant s'inscrire et travailler, mais sous des formes plus ou moins ludiques, pour maîtriser un peu mieux la langue française à l'oral et à l'écrit. Pas toujours dans un but d'insertion professionnelle, mais certainement dans un but d'insertion sociale, et c'est quand même capital. Bien sûr, pour certains demandeurs d'asile, c'est dans un but d'insertion professionnelle, obtenir les papiers, une régularisation sur le territoire français, et obtenir un logement et obtenir un travail, un emploi. C'est indispensable justement de combiner ces différents aspects et pas uniquement de la distribution alimentaire. Bien sûr. Alors vous travaillez avec d'autres associations sur ces différents points justement, parce que ce n'était pas la mission première des restos en tout cas, lors de la création il y a plus de 25 ans. Nous travaillons en partenariat avec des structures d'accueil, parce que nos centres ne sont pas toujours adaptés à ce genre d'activité. Je pense aux ateliers de français et à l'informatique. Dans certaines villes, nous travaillons en partenariat avec les maisons de quartier. Poissy, par exemple, ça fonctionne très bien. Nous avons 80 apprenants dans la maison de quartier. Tous les après-midi, la maison de quartier du Clos d'Arcy prête une salle au Resto du Cœur. Bravo, merci. Mais nous accueillons également des personnes qui ne sont pas Resto du Cœur, avec nos personnes accueillies à nous. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est une nouvelle forme de partenariat. Nous avons aussi organisé des Noëls, des fêtes, des manifestations avec les autres associations caritatives du département, Secours catholique, bientôt Secours populaire. Voilà. Et puisque vous mentionnez ces autres associations, on va forcément parler des inquiétudes que vous partagez avec toutes ces associations caritatives, puisque si vous ne manquez pas d'activité, la principale inquiétude est autour du PEAD, le Plan européen d'aide alimentaire. Depuis 1987, il permet de distribuer un repas à 18 millions d'Européens dans le besoin, donc 4 millions de Français via des associations comme les Restos du Cœur. Devait être discuté en fin de semaine à Bruxelles dans le cadre du budget européen le maintien ou non de ce PEAD, ou en tout cas une solution de secours. Les différents États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne ne souhaitent pas le maintien de ce plan d'aide. Ils préféreraient que se mette en place une solution comme dans leur propre pays de système national de redistribution. Aujourd'hui, véritablement, si ce plan européen d'aide devait disparaître, vous en aviez déjà parlé, ne serait-ce que l'an dernier lorsque vous étiez sur ce plateau, ce serait juste impossible pour vous de continuer vos activités. En tout cas, à ce rythme. 23 ou 25% de notre budget alimentaire nous est fourni par l'Europe. Bon, voilà, ce chiffre à lui seul suffit à expliquer que nous aurions 25% de produits, de denrées en moins à distribuer. Donc, si on maintenait notre distribution actuelle, il faudrait qu'on trouve la compensation de ces 25%, et nous les trouverons parce que l'imagination des bénévoles est sans limite, leur disponibilité aussi, je tenais à le signaler. Souvent on en parle comme ça, mais il faut savoir ce que ça représente. Votre journaliste qui est allé à Plaisir a dû s'en rendre compte. Je tenais à le dire ici parce que c'est important. Sans les bénévoles, c'est Coluche qui l'avait dit avant moi, sans les bénévoles on ne ferait pas grand-chose. Mais donc il faudrait qu'on trouve des façons de redistribuer, à imaginer. Je ne sais pas comment ça se passerait. Est-ce que l'État français prendrait en partie le manque à gagner? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que les collectivités locales qui nous aident par des subventions, le département qui nous aide par des subventions, arrivent à des limites. Ils nous le font savoir, ils nous le disent que la subvention ne sera pas augmentée. Dans certaines villes, elle pourrait être diminuée, malgré qu'on s'occupe de plus en plus des habitants de ces villes. Les dons des particuliers, qui représentent une très grosse partie de nos possibilités, est-ce qu'on pourra continuer à demander sans cesse? Nous ne sommes pas les seules associations à demander. Il y a les associations d'aide médicale, etc., qui sont aussi très présentes. Le Téléthon va arriver. Restent les entreprises alors? Alors, il reste les entreprises, le mécénat. Ben oui, n'ayons pas peur des mots. Le mécénat, pourquoi pas?
On ne se ferme pas cette porte. La preuve, c'est que nous avons des accords avec des grands groupes. Je ne veux pas les citer là parce qu'il faudrait que j'en cite au moins 3. C'est ça. Oui. J'ai peur d'en oublier un 3e. Non. Donc pourquoi pas. Nous avons des accords avec les entreprises et nous continueront, bien sûr, mais je ne suis pas convaincu non plus que les entreprises, à terme, pourront toujours aussi, etc. On va arriver peut-être à se poser des vraies questions de répartition, de solidarité nationale. Ça veut dire qu'il faut aussi repenser le fonctionnement même des associations. Est-ce que les associations ne devraient pas aussi travailler ensemble, peut-être? Certainement, mais ce n'est pas uniquement ça. Je crois que jusqu'où on peut aller, jusqu'où les associations vont dans... Est-ce que les collectivités locales, territoriales ne se défaussent pas toujours pas un petit peu trop sur les associations aussi? Ça veut dire que même si les collectivités territoriales n'ont pas beaucoup d'argent, il y a des priorités. Ce sont des choix politiques. Et là, c'est nos élus qui doivent assumer leurs responsabilités. Dans le reportage, j'ai vu que les assistantes que nous envoyons, que les bénévoles, accompagnaient les personnes accueillies vers les services sociaux. Je dois vous dire que réciproquement, les services sociaux nous envoient beaucoup de monde pour qu'on fasse les dépannages alimentaires. On parlait de vos inquiétudes dans le cadre de ce PEAD depuis quelques instants, notamment cette aide qui est versée au niveau européen aux différentes associations, dont les Restos du Cœur. Est-ce que dès cette année, vous avez des inquiétudes pour boucler le budget, tout simplement, pour aller jusqu'au terme de la campagne, jusqu'à la fin du mois de mars? Non, parce que je pense que le budget pour notre campagne d'hiver a déjà été voté. Donc on fonctionne sur l'argent de l'année dernière. Même s'il y avait une forte hausse des demandes? Oui, mais la forte hausse, nous l'amortissons par nos stocks. Nous, là, entre 5 et 10%, nous pouvons amortir par les stocks en place, Pour autant, les dons, les collectes sont importantes. La grande collecte nationale des restos, ce sont les 8 et 9 mars. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres opérations ponctuelles qui vont être organisées dans le département? Bon, il y a les enfoirés. Alors ça, c'est pas dans le département, c'est national. Mais les enfoirés qui nous rapportent aussi pas mal d'argent, qui vont faire leur spectacle en janvier, je crois. Ça, c'est une source de revenus assez constante. Encore une fois, je le dis à chaque fois qu'on me donne l'occasion, merci à Joël Goldman, qui a arrêté beaucoup de son activité professionnelle pour se consacrer aux enfoirés, donc aux restos. Je dis bien donc aux restos, puisque c'est exclusivement au profit des restaurants. Alors localement, bien sûr, nous avons beaucoup de manifestations, des collectes alimentaires. Ce sont à l'initiative des centres d'activité. Et là aussi, bravo les bénévoles qui n'hésitent pas à œuvrer pour récupérer de la nourriture. Nous avons des opérations plus collectives, par exemple une opération de paquet cadeau dans un magasin de jouets de la région. Je ne vais pas citer le nom, mais il y en a qu'un là, je peux pas citer. On a bien compris. Vous avez compris. Et qui rapporte un peu d'argent puisque nous emballons les jouets des clients qui donnent ce qu'ils veulent dans une urne. Nous avons d'autres types Il y a beaucoup d'associations aussi qui organisent des manifestations musicales et autres. Et une partie de la recette nous est reversée. Vraiment, il y a une grosse empathie de la part... d'empathie collective vis-à-vis des Restos du Cœur et qui nous permet de fonctionner. Je dois dire que nous n'en profitons pas, nous, personnellement, puisque notre pourcentage de frais de siège, de fonctionnement, il est de 6,9%. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas ce niveau de dépenses. Puisqu'on parlait de la hausse du nombre de bénéficiaires, de personnes qui se tournent vers vous, on imagine que dans les prochaines années, ça pourrait encore augmenter avec le chômage qui poursuit, qui explose. Les derniers chiffres viennent tout juste d'être communiqués. Si vous nous suivez en direct, c'est autour de 45 400 au niveau national nouveaux demandeurs d'emploi chômeurs sur le mois d'octobre. Le chômage donc qui explose. Vous craignez, pas forcément cette année, mais dans les prochaines années, de les voir se tourner vers vous. C'est pas forcément immédiat, en tout cas, la répercussion pour vous. Au fur et à mesure que les indemnisations des chômeurs ne se feront plus pour des raisons organisationnelles, forcément, les gens vont arriver vers nous, associations caritatives, restos ou pas. Ça, c'est évident. Il y aura de chômage. Plus nous serons sollicités, hélas. Pour conclure cette séquence, je vous propose de partir au Clé-sous-Bois. C'est là que se trouve le centre de stockage des Restos du Cœur dans le département des Yvelines, l'entrepôt. Reportage Valérie Auribeau et Élodie Moine.
Maurice Glory est retraité et bénévole au Resto du Cœur depuis plus de 2 ans. Il s'occupe de l'entrepôt de l'association basée au Clé-sous-Bois. L'année dernière, l'équipe des bénévoles a préparé 1400 palettes pour approvisionner les 26 centres que compte le département des Yvelines. On gère à peu près 120 types d'articles pour la distribution. Donc ça va sur tout ce qui est l'accompagnement classique, les pâtes, le riz, les conserves. Après, vous avez toute une série de protides. Tout ce qui est conserve de poisson, tout ce qui est produits surgelés. Vous avez après du dessert et des produits laitiers. L'objectif des restos, fournir aux bénéficiaires un repas complet et équilibré. Les besoins varieront selon les centres. Les plus petits pourront servir 120 repas par semaine, tandis que les plus importants en distribueront 4000. L'entrepôt stocke plus de 80% de marchandises alimentaires. Le reste se répartit entre produits d'hygiène et d'entretien. Pour les bébés, couches, lait de croissance et petits pots destinés à près de 500 nourrissons chaque semaine. Si la campagne d'hiver des Restos du Cœur vient juste de débuter à l'entrepôt, on prépare déjà les palettes pour la semaine suivante. La distribution commence ce matin et on est parti pour officiellement 16 semaines, mais traditionnellement on fait 17 semaines. On démarre en début de campagne à 45 000 et on finira à plus de 60 000. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître et les bénévoles sont plus que jamais recherchés. Autre difficulté, la disparition du programme européen d'aide aux plus démunis. Ça représente 20 à 25% des approvisionnements ici. Donc si brutalement ça disparaît, je pense qu'on n'a pas de solution instantanée pour remplacer ça. Donc on espère que les politiques seront mobilisés pour maintenir ce budget. Et on voit l'action donc des bénévoles au quotidien dans cet entrepôt. Ils sont combien dans le département à être mobilisés? Combien de bénévoles travaillent, participent au Resto du Cœur? Alors nous sommes 1000 bénévoles et nous avons 7 salariés en CDI, et puis actuellement 4 salariés à l'entrepôt en CDD et 24 salariés en insertion dans nos 2 chantiers d'insertion. Et toutes les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues pour venir donc vous aider. Merci Daniel Favier, vice-président donc des Restos du Cœur dans le département des Yvelines. La campagne des Restos, cette 28e campagne qui se poursuit, elle se terminera le 17 mars. Dans un instant, dans le 7-8 environnement, solidarité toujours, et puis citoyenneté également avec de nouveaux invités. Pour l'instant, culture, les monstres, vous allez le voir, cela n'intéresse pas que les enfants, ils sont également très présents dans la littérature. Pour adultes, direction Maurepas où se tient une exposition actuellement. Reportage Johanna Soudry et Guillaume Camps. Les monstres effraient, les monstres fascinent, ils ne laissent personne indifférent. Un mois après Halloween, la médiathèque de Maurepas vous invite à découvrir les créatures fantastiques qui ont marqué la littérature. Je suis assez fan de tout ce qui est littérature fantastique, de science-fiction, fantasy, etc. Et je me suis toujours rendu compte que les monstres sont partout dans la littérature, que ça fait vraiment partie quasiment de l'inconscient collectif, mais que quand on parle de monstres, on parle aux enfants. Et pourtant, les monstres existent aussi pour les adultes. Romans policiers, science-fiction, séries télévisées ou encore blockbusters américains, les méchantes bêtes envahissent nos livres et nos écrans. L'exemple parfait en ce moment, c'est Twilight, qui fait un carton au cinéma, qui vient d'un livre, et qui vient d'un bouquin de la fin du 19e siècle, Dracula, de Bram Stoker. Je voulais montrer aux adultes, au public adulte, que ce ne sont absolument pas des sous-littératures et qu'aujourd'hui, les monstres sont effectivement partout. Au fil de l'exposition, le visiteur découvre les grandes figures monstrueuses des œuvres de référence, comme la Bible. On passe évidemment par l'Antiquité, ensuite les croyances moyenâgeuses autour du loup-garou, autour de ces grandes figures monstrueuses, le loup-garou, le vampire, etc. Prenez les super-héros américains. Hulk, par exemple, est une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un regard intéressant qui suscite un questionnement sur les créatures contemporaines. Comment les sociétés créent aussi les monstres, comment il y a un écho effectivement par rapport à des peurs collectives ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on s'est posé le problème du monstre aujourd'hui. C'est quoi notre monstre ? Les enfants ne seront pas en reste puisqu'une exposition parallèle leur présente les portraits des personnages fantastiques incontournables. Les monstrueuses littératures accueillent les visiteurs jusqu'au 30 novembre, mais des lectures seront organisées jusqu'en décembre. Le programme complet est à retrouver sur Internet.